question. En juin, il devrait avoir un article. Notre article devrait être prêt. Là, dans le fond, on a rédigé un article pour l'infolettre du site, là, les services éducatifs complémentaires, parce que l'équipe Choc nous a sollicité pour rédiger un article sur notre façon de travailler. Donc, en juin, en principe, l'article devrait être prêt. Et il y aura aussi des documents là, accessibles là, dans l'infolette. Donc, je tenais aussi à vous informer. Donc, mon introduction est faite. Donc, Marc-Claude, je te céderai la parole pour le contexte actuel. Exact. Le contexte actuel ne fait pas du tout référence au COVID. On en entend assez parler. Je vais tomber dans le contexte actuel de la formation générale des adultes. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que depuis plusieurs années, il y a des élèves qui, tranquillement, pas vite, s'inscrivent pour terminer ou pour atteindre leur objectif, mais qui ont des difficultés, qui ont des diagnostics et qui sont de plus en plus nombreux. Donc, ce que ça a fait, en fait, c'est qu'on est arrivé devant un constat où on a de plus en plus d'élèves qui ont des difficultés, qui ont des diagnostics. Puis notre façon de faire, pas qu'elle n'était pas bonne, mais elle n'était pas adaptée pour les besoins de cette clientèle-là. Pardon. Ce qui fait qu'on est arrivé à ce constat-là, puis on a cherché des solutions. Au même moment où on se posait ces questions-là, il y a eu une restructuration au niveau du service là, de l'éducation des adultes de notre commission scolaire. Puis, il y a comme eu un air de changement qui est arrivé avec tout ça. Puis, il y a un nouveau service qui est arrivé, qui est le service de la psychoéducation. Donc, comme Manon le disait tout à l'heure en introduction, ça date depuis 2016. Donc, avant 2016, nous, dans la région de Québec, un psychoéducateur, c'était nouveau. Puis, ce que ça a apporté, c'est une vision différente. Donc, l'arrivée du service de la psychoéducation a permis de mettre en place différents moyens d'intervention plus personnalisés. Donc, oui, on reçoit des élèves pratiquement à toutes les semaines et souvent de façon avec plusieurs élèves, mais à travers ces élèves-là, on a des élèves qui ont besoin d'avoir une intervention puis des moyens qui sont mis en place pour répondre à leurs besoins à eux personnels. Ce que ça a fait aussi, c'est que ces élèves-là arrivent avec des expériences positives et négatives. Puis, le service qui a été mis en place a permis de recevoir ces expériences-là et de les considérer dans notre approche. Puis, tout ça mis ensemble, ça a amené une vision différente. Puis, ça a amené aussi une vision à long terme pour la réussite de ces élèves-là. On peut changer de... Manon, pèse sur le piton. OK. Donc, besoin de la clientèle et du personnel. Donc, je dirais aux besoins de la clientèle. On reçoit des élèves qui ont souvent un bagage plutôt négatif par rapport à leur rôle d'apprenant, à leur rôle d'élève. Donc, on les accueille, ça nous permet de les accueillir avec leurs difficultés, avec les dénis, avec les deuils. Les deuils, ça peut être que ce qu'ils avaient pensé tout petit est peut-être plus difficile à atteindre. Donc, il y a toutes sortes de deuils qui sont nommés par cette clientèle-là. Puis, par-dessus tous ces élèves-là, même si on 16-17 ans, il y en a qui sont vraiment adultes, mais ceux qui ont 16-17 ans veulent être aussi considérés comme des adultes. Ils sont à la formation générale des adultes et ils veulent vraiment qu'on leur reconnaisse ce statut-là parce que ça leur donne un pouvoir décisionnel. Puis pour eux, c'est important. Mais par-dessus tout ça, malgré leur diagnostic, malgré leurs difficultés, malgré leur expérience difficile, ils veulent être considérés comme des personnes normales. On les met entre guillemets parce que la normalité, on le sait, c'est pas simple, mais ils veulent pas qu'on voit leur diagnostic en premier, leurs difficultés. Ils veulent qu'on les voit comme des personnes qui arrivent avec rien ou en tout cas qu'on verra par la suite. Mais dans un premier temps, ils veulent considérer comme des personnes normales. Puis, quand ils arrivent avec tout ce bagage-là, ce qu'ils recherchent, ils recherchent d'être guidés, ils veulent être écoutés par des adultes significatifs.
Donc, c'est un peu ça qu'ils viennent chercher à l'éducation des adultes. Ce n'est pas toujours nommé, mais c'est souvent pas très loin, par exemple. Puis, cette approche-là personnalisée, ce qu'elle se veut encadrante. Donc, donner un certain cadre à l'élève, pas qu'il ait assez de latitude pour qu'il puisse mettre à profit sa décision d'être à l'éducation des adultes, mais qu'il y a quand même des balises pour pas qu'il se perde non plus. Transparente. Donc, quand on veut mettre des solutions en place ou des moyens, on veut que l'élève soit partie prenante, qu'il ait un rôle important, ce qui fait que si on a parlé avec un enseignant ou avec un éducateur, peu importe, il va être au courant, ça va être transparent et prévisible. Donc, dès son inscription, on nomme des choses. Qu'est-ce que c'est l'éducation des adultes? C'est quoi ton rôle? Qu'est-ce qu'on s'attend de toi? Donc, tout ça est prévisible pour l'élève. Je suis rendue au besoin du personnel. Donc, le personnel, en fait, face au constat, avait besoin de comprendre et de connaître les besoins et les particularités des élèves. On a eu des formations pour comprendre toutes les 10, tout ce qui est les TSA. Donc, on a eu à comprendre puis à connaître ces besoins-là. On avait aussi, une fois qu'on connaît, qu'on comprend, c'est pas nécessairement simple que de trouver, quoique des fois, c'est souvent pas compliqué, mais si je replonge, il y a 5 ans, de trouver des pistes de solutions pour agir en prévention, c'était quelque chose de nouveau. Donc, on avait besoin aussi d'avoir un service qui puisse nous aider dans cette évolution-là. Prendre le temps de se concerter pour discuter des élèves. Donc, on se retrouvait avec des élèves qu'on avait besoin de partager qu'est-ce qu'on avait compris, quels étaient leurs besoins. Est-ce que c'était les mêmes en maths, en français? Est-ce que c'était les mêmes difficultés? Donc, c'était tout ça qu'on voulait mettre en place, puis que l'équipe avait besoin. Puis, offrir un soutien ponctuel. Donc, ponctuel, c'est les discussions poignées de porte. Aujourd'hui, il m'est arrivé comme ça, je ne l'ai pas reconnu, il m'a parlé le bête, alors que normalement, comment ça, as-tu des informations? Donc, ça, c'est un soutien ponctuel qui est encore nécessaire, puis qui l'était aussi au début, et le rôle conseil. Donc, le service de psychoéducation permettait de bien identifier les besoins et de mettre les pistes de solutions avec l'élève, mais avec un regard qui était différent. Les défis. L'éducation des adultes, j'apprendrai rien à personne, il faut avoir 16 ans et plus, donc on n'est pas obligé de les scolariser. Fait que c'était pas mal notre façon de penser, puis ça l'est encore aussi. Mais notre clientèle était davantage volontaire et dans les dernières années, parfois, elle est non volontaire. Par exemple, je pense aux élèves qui arrivent des centres jeunesse qu'on a de plus en plus, ne sont pas nécessairement volontaires. Puis, ils sont méfiants aussi. Pas tous, mais on en remarque quand même plus qu'auparavant. Donc, ça, c'est des défis auxquels on doit faire face. On doit aussi intervenir auprès d'une clientèle qui souvent ont vu des éducateurs, ont été mis dans des salles de retrait, qui ont vu des travailleurs sociaux, qui ont vu des en tout cas, nommez-les, ils n'ont eu des services autant dans les écoles qu'à l'extérieur pour la plupart. Donc, sont souvent réticents à en recevoir d'autres. Pourquoi ça serait différent cette fois-là? Puis par-dessus tout, ce qu'il faut se rappeler comme intervenant auprès de cette clientèle-là, c'est qu'il faut être accepté d'être observé. Pourquoi je ferais confiance à cette conseillère d'orientation-là? Pourquoi je ferais confiance à la psychoéducatrice? Donc, ça, c'est nos 3 défis qu'on avait au début, puis qui persistent dans le temps. Je suis rendue... Moi, j'ai terminé, Manon, mes défis. Je vais ouvrir mon micro. Donc, voilà, je reviens. Est-ce qu'il y avait avant de passer à la prochaine section, des questions en lien avec la présentation de Marie-Claude jusqu'à maintenant?
Ça Sur va? le clavardage, il n'y a rien eu. J'ai bien géré. Excellent, merci. Donc, nous sommes rendus, dans le fond, au moyen. Dans le fond, ce qu'on veut vous présenter, c'est des façons de faire, des actions qu'on a définies dans notre milieu pour, dans le fond, répondre aux besoins que Marc-Claude vient de nommer en lien avec les élèves, mais aussi en lien avec le personnel. Puis, ayant toujours la même intention, le même objectif qui est de favoriser l'intégration scolaire et sociale de nos élèves. Ça, c'est vraiment notre objectif principal. Donc, on va vous parler d'une démarche d'accueil qu'on a développée. Marc-Claude va vous présenter une structure aussi qu'on s'est dotée là, pour avoir des lieux d'échange qui est le comité multi et finalement des communautés de pratique qui a eu lieu dans notre milieu. Donc, la démarche d'accueil, je ne vous cacherai pas, c'est vraiment un aspect qui est central à Nouvel Horizon. Puis, je dis Nouvel Horizon, je me permets de faire une petite parenthèse, c'est qu'aux Premières Seigneuries, il faut savoir que la formation générale des adultes, on a 4 centres, dont il y a 2 centres, le centre Odilon-Gautier, Nouvel Horizon, qui, nos pratiques sont homogènes. Donc, ce que je vous présente présentement pour Nouvel Horizon, c'est la même structure, c'est la même approche à Odilon-Gautier également. Donc, la démarche d'accueil, c'est quoi? Il faut savoir que la démarche d'accueil, dans le fond, elle est arrivée en notre première année d'expérimentation, c'est en 2017-2018. Donc, nous sommes à notre 4e année et à chaque année, notre démarche, c'est précisé, c'est bonifié. On a apporté des petits changements qui font en sorte que présentement, je vous dirais qu'on a un bon roulement là, par rapport à notre démarche d'accueil. Donc, c'est quoi la démarche d'accueil? La démarche d'accueil, c'est une série d'actions qu'on a définies pour accueillir l'élève. Nos objectifs, c'est le premier, c'est évidemment de prendre le temps d'évaluer les capacités et les besoins de l'élève. L'élève qui va bénéficier de la démarche d'accueil, c'est qu'on va on va prendre le temps. On va se donner le temps, Marc-Claude l'a dit tout à l'heure, de rencontrer l'élève, de le questionner, de lui laisser la chance de nous parler de son parcours, de nous parler de ses expériences, malheureusement souvent négatives, mais aussi des bons souvenirs de son parcours au niveau du secondaire. Donc, on va prendre le temps de laisser la parole à l'élève et nous parler de lui, de laisser la parole aussi aux parents, de laisser la parole aux partenaires qui accompagnent l'élève pour être capable, de notre côté, de se dresser un profil des caractéristiques de cet élève-là pour, par la suite, nous mettre en place des mesures qui vont favoriser son intégration. Donc, notre deuxième objectif, la démarche, c'est de s'assurer d'offrir le meilleur service à l'élève. Puis le meilleur service, on ne parle pas de service nécessairement d'ajout de ressources comme on peut entendre au secondaire, par exemple, mais le meilleur service, ça veut aussi dire, ben, c'est quoi l'horaire qui pourrait correspondre à tes besoins? Tu sais, selon le profil qui est défini, selon ton objectif qui est ciblé, tu sais, c'est quelle matière qui serait favorable pour toi? Donc, on se donne la chance avec l'élève d'évaluer les différentes possibilités pour amener l'élève à faire un choix, à prendre position. Parce qu'évidemment, on veut le rendre responsable et autonome de sa démarche. Donc, puis de mettre les mesures d'appui nécessaires en place, c'est qu'il y a une continuité des mesures, par exemple, d'adaptation, que ce soit le portable, l'utilisation de la mesure 3810, le tiers du temps, les mesures d'aide. Donc, on s'assure qu'il y ait une continuité de ces mesures-là aussi. Ici, il y a une petite étoile qui fait référence à une activité qu'on propose à l'élève. Bon. On accueille l'élève, le conseil d'orientation observe des besoins particuliers, on planifie une ou des rencontres, encore là, pour atteindre notre premier objectif qui est d'évaluer les capacités et les besoins des élèves.
Peut-être qu'une rencontre avec l'élève, puis son parent ou son intervenant, ça va être suffisant. Mais peut-être que non non plus. Peut-être qu'on va se dire, écoute, on va se planifier un autre moment où on va prendre le temps d'échanger sur, exemple, ton parcours scolaire et tout ça. Donc, il n'y a pas de temps défini. Mais dans tout ce processus-là, on pourrait arriver puis proposer à l'élève, écoute, moi j'aurais le goût de te proposer un élève d'un jour. Donc, l'élève d'un jour, c'est quoi? C'est qu'avant même de procéder à l'inscription de l'élève, on propose à l'élève de venir chez nous pendant une demi-journée. Donc, nous, on a des blocs. Une demi-journée, ça représente à 3 blocs d'1 heure. Donc, une demi-journée de 3 heures, où l'élève va venir s'asseoir en classe avec du matériel qu'on va lui prêter ou des activités que l'enseignant va lui désigner pour lui permettre de voir concrètement ça a l'air de quoi une classe aux adultes. Parce qu'on ne se cachera pas, ils se sont fait une représentation de ce qu'étaient les adultes. Donc, nous, on veut s'assurer que la représentation qui se fait soit le plus juste possible et collée à notre réalité. Donc, il va venir s'asseoir dans une classe pendant une demi-journée dans la matière de son choix. Puis, on va lui demander d'observer. D'observer la façon que les élèves travaillent, d'observer la façon que l'enseignant travaille. Donc, puis de vivre les pauses, évidemment, aussi. Donc, on veut permettre à l'élève de vivre une expérience qui va être réaliste pour ensuite que l'élève puisse prendre une décision, une meilleure décision par rapport à sa situation. Donc, l'élève d'un jour, je vous dirais que pour nos élèves anxieux, c'est vraiment gagnant. Ils apprécient cette activité-là. Puis, ça a quand même un avantage que l'élève crée un contact avec son enseignant avant même d'être inscrit. Parce qu'on essaie d'être stratégique quand même quand on planifie un élève d'un jour, c'est-à-dire que si l'élève veut faire du français, bon, on essaie de faire vivre à l'élève son activité d'élève d'un jour avec l'enseignant qu'il risque d'avoir après son inscription. Donc, il y a déjà un premier contact, puis c'est très rassurant pour l'élève. L'autre objectif, c'est d'accompagner et de soutenir les enseignants qui accueillent les élèves. Déjà, avec l'activité de l'élève d'un jour, l'enseignant a déjà un premier contact avec son futur élève. Déjà, on a eu la chance de transmettre des informations pertinentes à l'enseignant pour pouvoir avoir un accueil qui va être adéquat pour cet élève-là. On va être capable d'identifier les enjeux particuliers aussi. Donc, déjà, l'enseignant, sans avoir eu un contact réel avec l'élève, a déjà une bonne idée de qui il va accueillir, puis des défis qu'il aura à relever pour cet élève-là. Et évidemment, ça nous permet d'intervenir davantage en prévention. Avant même l'entrée officielle de l'élève, il ne s'en est peut-être pas rendu compte, l'élève, mais on a déjà fait une multitude d'interventions en prévention pour s'assurer que son entrée soit le plus positive possible. On le sait, nos élèves qui arrivent aux adultes, ils vont venir chez nous, on espère les avoir jusqu'à la fin de leur profil, on espère les avoir le plus longtemps possible pour l'atteinte de leur objectif, mais on sait que pour certains, il va y avoir une fermeture de dossier, il va y avoir une fin, il va y avoir des arrêts. Mais si on a pu permettre à l'élève de vivre une expérience positive pendant son premier, son deuxième, ses 3 mois, ses 6 mois chez nous, bien, déjà, ça va être une réussite pour nous. On a une question dans le clavardage. Est-ce que votre démarche d'accueil s'adresse à tous les élèves ou seulement aux élèves à besoins particuliers que vous avez ciblés? Alors, on me devance avec cette question-là sur c'est le quand et le comment. Donc, cette démarche-là, on la fait quand, cette démarche d'accueil? Bien, on la fait à chaque fois où on croit qu'un élève peut en bénéficier. Donc, la porte d'entrée pour la démarche d'accueil, c'est mes collègues, les conseillers d'orientation. Quand les conseillers d'orientation ont à l'horaire leur rendez-vous pour procéder aux inscriptions des élèves, bien, dans cette rencontre-là, on le sait rapidement, quand un élève risque d'avoir des défis ou qu'il a des besoins particuliers, bien, à ce moment-là, déjà, le conseiller d'orientation va dire, écoute, il va mettre ses petits papiers de côté là, de sa fiche d'inscription, il va dire, j'aimerais ça te présenter une façon
travailler notre démarche d'accueil. Puis là, le conseil d'orientation va parler de la démarche d'accueil. Il va me présenter. Il va dire, écoute, nous, on a une psychoéducatrice qui... Puis, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait telle chose. Puis, je vous dirais que la plupart du temps, les élèves vont dire, oui, oui, j'aimerais ça faire la démarche d'accueil, j'aimerais ça rencontrer la psychoéducatrice, j'aimerais ça. La plupart disent oui. Je vous dirais, là, notre taux, je ne sais pas si Marc-Claude soit peut-être d'accord avec moi, mais on a peut-être un taux de quoi? 90%? Oui, puis ceux qui refusent, ben souvent, on va réussir juste à présenter la journée de l'accueil. Tu sais, il y a comme d'autres façons. Fait que oui, 90% vont participer à la démarche d'accueil avant l'entrée. Oui. Fait que c'est sûr que ce n'est pas tous les élèves, évidemment, hein, parce qu'on ne se le cachera pas que de prendre en charge une démarche d'accueil pour un élève, ça demande quand même du temps, hein, ça demande des rencontres à planifier, mais dès que le besoin est présent, on le met en place. Puis Marc-Claude le dit, c'est pour ceux qui refusent, ben, on va peut-être réussir à dire, ben, écoute, quand tu vas commencer là, lundi prochain, là, je vais juste te présenter Manon. Tu sais, juste te dire, regarde, c'est elle, son bureau est là, si tu as besoin, tu sais, elle est là pour toi. Tu sais. Puis certains, ben, on va la faire peut-être un petit peu plus tard. Tu sais. Certains, il y a des élèves qui ont comme besoin de vivre l'expérience. Tu sais, ils ont comme besoin de dire, je veux essayer. On respecte leur point de vue. Puis, quand on a des références, bien, vous allez voir, le comité multi va servir à ça pour des références pour des élèves qui ont des besoins particuliers. Donc, est-ce que ça répond à la question? On va voir, la personne va réagir, mais il y en a une deuxième. Est-ce que la démarche d'accueil se fait toujours avant l'entrée? À 99% se fait avant l'inscription officielle. Oui. Parfait, merci. Ça va? Oui. Avec qui? C'est qui fait la démarche d'accueil? Ben, tout le monde qui peut être impliqué. L'élève, évidemment, la direction nous appuie dans notre démarche d'accueil. Le conseiller d'orientation, je vous l'ai dit, c'est la porte d'entrée. Moi. Mais il y a aussi l'éducatrice de notre centre, la surveillante d'élèves, la secrétaire, parce que quand on sait qu'on va accueillir un élève, exemple, pour l'activité élève d'un jour, moi, je vais prendre le temps d'informer ma secrétaire. Je vais dire, écoute, Marie-Claude Grenier là, va se présenter à 8 heures pour faire son élève d'un jour. Donc, je lui ai dit de se présenter au secrétariat. Donc, indique-moi. Je vais aviser ma surveillante d'élèves qu'on va accueillir un élève. Je vais même présenter l'élève à notre surveillante d'élèves, à notre éducatrice. Donc, on essaie d'établir le plus de contacts possible, parents, partenaires, intervenants. Donc, ça concerne toutes les personnes qui pourraient graviter autour de l'élève. Maintenant, évidemment, je vous l'ai dit, ça fait 4 ans qu'on travaille avec notre démarche d'accueil. Bien, il y a eu des petits bébés. Notre démarche d'accueil, on a comme développé d'autres trajectoires, d'autres collaborations. Donc, on se rend compte qu'avec certains partenaires, avec certains organismes, bien, il faut personnaliser une fois de plus notre façon de travailler avec eux. Marc-Claude l'a dit tout à l'heure, on accueille dans notre centre, on a un centre de réadaptation près du centre Nouvel-Horizon. Donc, on a quand même des élèves du centre jeunesse qui viennent chez nous. Donc, on a développé une trajectoire de collaboration avec le centre jeunesse. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut prendre le temps de les accueillir, ces élèves-là. Donc, la trajectoire avec le centre jeunesse, c'est que le numéro de téléphone que l'élève doit faire pour procéder à son inscription, bien, lui, il n'appellera pas au secrétariat pour prendre un rendez-vous. Il va appeler moi. Donc, c'est moi qui va être la porte d'entrée pour procéder à l'inscription de cet élève-là parce que je vais avoir un premier contact avec le jeune, avec les intervenants. Je vais planifier une rencontre d'accueil avec mes collègues, soit Marc-Claude en orientation ou Benoît, qui est notre conseiller d'orientation. Puis, notre première rencontre, ça va être avec tout le monde ensemble. Donc, on personnalise notre façon d'accueillir nos élèves du centre jeunesse. Même chose avec le Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, nous, je pense que pour la plupart des centres d'éducation pour les adultes, on travaille souvent en étroite collaboration avec les Carrefours Jeunesse d'Emploi. Et avec notre Carrefour, ben, le numéro de téléphone que l'élève doit faire, ce n'est pas au secrétariat non plus.
il va appeler directement notre conseiller d'orientation. Donc, on va personnaliser les entrées pour une clientèle qui a des besoins particuliers. Les gains, ben, il y en a beaucoup. Évidemment, favoriser une intégration scolaire et sociale. J'insiste sur le scolaire et social parce que oui, le scolaire, c'est notre priorité, évidemment, mais le social est aussi une priorité de notre côté, que l'élève se sente bien accueilli, qu'il sente qu'il a sa place, qu'il ait l'impression et la perception qu'on peut être présent pour lui. Ça, pour nous, c'est important. On les connaît mieux, nos élèves. On les connaît mieux. On n'a pas juste une connaissance papier, donc c'est pas juste une lecture du dossier d'aide particulière qu'on va faire, c'est comme on a eu des échanges avec lui. Une collaboration qui est positive avec nos partenaires. Hein? On ne se cachera pas, nos partenaires, de plus en plus, on finit par les connaître, on s'appelle par notre prénom, ils connaissent notre façon de travailler, donc ça, c'est positif. Meilleure collaboration avec les professionnels du secteur jeune. C'est important de vous dire que lorsqu'on a décidé d'implanter cette démarche d'accueil-là, évidemment, on l'a présenté en assemblée générale dans notre école. Mais on l'a aussi présenté au secteur jeune. Donc, notre direction adjointe a pris un temps pour présenter aux directions d'écoles secondaires notre démarche d'accueil. Mes collègues en orientation ont présenté la démarche à la table des conseillers d'orientation du secondaire. Et moi, de mon côté, j'ai présenté la démarche à la table des psychoéducateurs de la commission scolaire. Donc, tout le monde a eu l'information sur notre façon de procéder, ce qui a favorisé des références. Donc, moi, j'ai une collègue au secondaire qui m'appelle, exemple, en mai, qui dit « Écoute, j'ai un élève qui c'est sûr qui s'inscrit aux adultes chez vous. Je pense qu'il faudrait prendre le temps de l'accueillir puis faire une démarche d'accueil. » Ma collègue Marc-Claude, depuis les 3 dernières semaines, même en janvier, on a eu un appel pour enclencher une démarche d'accueil. Donc, ça nous permet d'agir rapidement puis de mettre des choses en place. Meilleure connaissance du rôle de chacun, bien, c'est sûr qu'en travaillant en équipe, on finit par connaître nos rôles, à connaître aussi nos limites par rapport à l'accompagnement qu'on peut faire avec l'élève. Donc, il y a vraiment une complémentarité qui s'installe. Aussi. Pardon? Oh. Donc, il y a vraiment une complémentarité qui s'installe entre nous, puis on a la chance d'avoir une belle stabilité dans notre équipe de travail. Donc, il y a quelque chose de naturel qui s'installe même dans nos rencontres d'accueil. Donc, ce sont les gains observés en lien avec la démarche d'accueil. Donc, nous serons rendus au comité multi, Marc-Claude. Donc, le comité... on a une question, je pense? Oui, exactement. Je m'en allais vous la poser. Si nous n'avons pas de psychoéducateur, est-ce que l'accueil peut se faire par le ou la TES? Tu sais, comme je vous ai dit en introduction, cette démarche-là, cette façon de travailler peut s'adapter selon votre équipe de travail. Bien, peu importe le statut d'emploi, l'accueil peut se faire par un éducateur, par un travailleur social. Oui, ça peut se faire. Ça va être à la couleur du milieu. Dans le fond, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un temps qui soit pris pour accueillir l'élève. Évidemment, chaque corps d'emploi a ses compétences respectives, cette complémentarité. Mais si dans votre milieu, il n'y a pas de professionnels comme psychologue, psychoéducateur ou travailleurs sociaux, peu importe, ben oui, l'éducateur spécialisé peut devenir la personne qui va accueillir puis rencontrer l'élève. Ça va? Je crois que oui. Il n'y a pas d'autres questions, ça va. Donc, le comité multi est un comité qui a été mis sur pied parallèle ou complémentaire à la démarche d'accueil.
Le comité multi, en fait, là, ça le dit, là, multidisciplinaire. Je vais aller tout de suite à la pastille bleue pour dire pourquoi que c'est multidisciplinaire. Donc, il y a la direction adjointe, psychoéducatrice, l'éducatrice spécialisée, les conseillers d'orientation et les enseignants concernés qui font partie de ce comité-là. En fait, les enseignants concernés, c'est les enseignants qui nous ont fait une référence pour l'élève, soit parce que il a mis des moyens en place, puis il n'est pas capable d'atteindre son objectif. J'ai un exemple qui me vient en tête en français. Il y a plusieurs élèves que l'exposé oral est un immense défi, puis on les voyait, ils étaient là, ils étaient présents, puis là, l'exposé arrive, la date est supposée d'arriver, ils sont supposés de montrer leur travail. On ne les voit plus parce que finalement, on creuse un petit peu, puis on s'aperçoit que c'est l'exposé qui cause problème. Ce qui fait que le prof de français nous réfère ce nom-là. Nous, on met ensemble qu'est-ce qu'on connaît de cet élève-là. Puis, le prof de français dit qu'est-ce qu'il a fait. Puis ensuite, on va réfléchir avec les caractéristiques de l'élève, du prof et tout ça, quels moyens qu'on pourrait mettre en place pour qu'il puisse enfin passer son français. Donc, c'est les enseignants qui donnent le nom des élèves qui viennent s'asseoir à la table du comité quand on se rencontre et on parle de cet élève-là. L'objectif, la pastille rose. Ah, il y a une question. Est-ce qu'on répond à la question avant? Oui. Ah oui, j'ai mon micro. Vous êtes plus vite que moi pour voir les questions. Je ne vois pas d'orthopédagogue. Je ne vois pas d'orthopédagogue. Est-ce parce qu'il n'y a pas dans vos centres ou ils ne sont pas impliqués dans cette démarche? Il n'y en a pas d'ortho. Ben, il y en a déjà eu, puis on n'en a plus d'orthopédagogue. Par contre, on a mis sur place le tutorat et là, je cherche là, les professeurs qui font des suivis matières. Là, Manon, comment ça s'appelle déjà? Les professeurs, mettons, de français, c'est les tuteurs. Les tuteurs, on a de l'aide pédagogique. C'est ça, merci, l'aide pédagogique. Donc, en fait, en classe, le professeur essaie d'expliquer, l'élève s'implique, ça ne fonctionne pas. Donc, il peut aller à l'aide pédagogique. L'aide pédagogique, c'est par matière. Puis si l'aide pédagogique ne fonctionne pas, il peut avoir du tutorat. L'aide pédagogique, ça peut être aussi très ponctuel là, par rapport à cette notion-là en mathématiques. Il peut être vu quelques fois. Mais non, on n'a plus d'orthopédagogue. Mais on pourrait penser que dans un centre où il y a un orthopédagogue, l'orthopédagogue pourrait s'insérer dans la démarche d'accueil. Oui. Parfait. Oui. Parfait. Je crois que c'était ça le sens, la question de Maude, là. Maude, tu nous diras si tu as besoin de spécifications. On peut continuer. Donc, service complémentaire pour aider l'enseignant auprès de certains élèves. Ça, c'est l'objectif vraiment qu'on doit, en fait, pourquoi le comité multi existe, c'est que le comité multi ne remplace pas l'enseignant, pas du tout. Les enseignants ont souvent plein d'idées, plein de moyens, plein de stratégies. C'est quand ils arrivent à la limite de leur stratégie, de leurs moyens, qu'ils s'adressent à nous. Donc, on est un complément à l'enseignant. Puis ensuite, les objectifs aussi, c'est d'écouter, partager, bonifier et conseiller les enseignants et l'équipe école. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, on avait besoin d'un temps pour échanger. Bien, le comité multi permet ça parce que Manon peut voir Marie-Claude dans son bureau, puis avec tout ce qu'elle a lu du secteur jeune, a des informations qui peuvent être pertinentes pour aider l'élève. Moi, en orientation, je peux. Fait que c'est tout ça qu'on met en commun avec l'expérience de l'enseignant, bien évidemment. Et tout ça mis ensemble, c'est là souvent qu'on va trouver le problème et la solution pour aider l'élève à poursuivre. Suivre le cheminement scolaire des élèves ciblés lors de la démarche d'accueil ou rencontrant des difficultés. Quand on cible quelqu'un à la démarche d'accueil, on ne le fait pas juste pour qu'il se sente bien accueilli. Oui, c'est un objectif très important,
Mais on veut le suivre aussi. On veut voir est-ce que son intégration se passe bien, est-ce que les mathématiques, français, anglais, est-ce que tout ça va bien, les relations avec les enseignants, est-ce que sa difficulté ou les difficultés qu'on a nommées l'empêche d'avancer ou au contraire, l'accueil, mettons pour une personne anxieuse, l'accueil a fait en sorte que ça lui prenait juste ça pour bien fonctionner. Ou à l'inverse, un élève qu'on voit que malgré l'accueil, tout ça, il y a encore des difficultés, bien, on va en parler au comité multi. Puis, on va mettre des solutions, ça va être des solutions concertées et communes. Donc, chacun va sortir de cette réunion-là, de ce comité-là, avec des solutions qui vont être intéressées à mettre de l'avant. Puis, chacun va avoir un rôle à jouer dans la mise en solution. Il y a une question, on entend le petit bruit quand il y a une question, c'est facile de situer. Avez-vous un outil de suivi de l'adulte commun entre vous? On a-tu un outil? Ben, le comité multi est un endroit où on met ensemble ce qu'on a parlé. Mais peut-être que la section sécurisée pourrait être un outil, tu penses-tu, Manon? OK. En fait, notre technicien en informatique a développé quelques années ce qu'on appelle notre section sécurisée. Donc, ça veut dire que dans cette section sécurisée-là, tout le monde y a accès. Puis, ce qu'on voit, c'est le profil de l'élève, on voit son horaire, on voit ses absences. S'il y a eu des expulsions, s'il y a eu des suivis par matière. Puis, il y a un suivi pédagogique, ça c'est vraiment pour les enseignants, ou moi je pourrais mettre ça, mais c'est des informations qui peuvent être vues par les enseignants. Puis le suivi, c'est vraiment plus des informations, je vais dire professionnelles, là, où il faut qu'on garde un certain secret ou une certaine confidentialité. Donc, la section sécurisée, à chaque comité multi, on va écrire une note, puis on peut décider de les envoyer aux enseignants concernés et au personnel qui ont besoin d'avoir de l'information. Puis cet outil-là aussi, on peut s'en servir parce que souvent, après le comité multi, chacun des membres doit rencontrer des élèves et il y a des petits devoirs à faire. Puis quand on a vu l'élève, il y a des choses qui ont été mises en place, on va le mettre là-dedans aussi, puis on va l'envoyer aux membres du comité. As-tu quelque chose à ajouter, Manon? C'était très clair. Merci, Marc-Claude. OK, de rien. Est-ce que j'ai répondu à la question? Semblerait que oui. Il n'y a pas de commentaires qui s'ajoutent, donc je semblerais dire que oui. Parfait. Donc, le fonctionnement, on se voit à peu près une fois aux 4 semaines, 4-5 semaines à peu près. L'enseignant qui juge qu'il a besoin d'avoir l'aide du comité multi va en parler aussi à l'élève. Tout à l'heure, quand dans l'introduction, je parlais que la démarche était transparente, bien, ça en est un exemple. Donc, par exemple, Manon, qui serait mon prof de français, puis qui me dit, écoute, Marie-Claude, j'ai essayé ça avec toi, puis malgré tout, malgré ta présence, malgré ton implication, ça ne fonctionne pas. Donc, le comité multi va être là pour nous trouver des outils à toi et à moi. Est-ce que tu es d'accord? C'est comme ça qu'on va amener l'élève à être au courant de la situation. Parce que le comité multi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est un comité pour aider. Ce n'est pas un comité multi, c'est pas un comité punitif, c'est pas un comité, c'est un comité au contraire où c'est pour donner un air d'aller, puis permettre à l'élève de poursuivre son objectif, puis donner des outils à l'enseignant. Puis, tu sais, je dis l'enseignant, mais moi, des fois, comme conseiller d'orientation, là, avec certains élèves, je rencontre des difficultés, puis je peux nommer ça là aussi, là. Écoutez, je suis sur un plateau, j'ai essayé ça. Est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que vous l'avez rencontré? Puis des fois, juste cet échange-là, moi, comme professionnelle, ça m'aide aussi. Donc, une fois que l'accord est là, l'enseignant va remplir là, une demande. C'est un formulaire qu'on a informatisé. La direction adjointe le reçoit. Et aux 4 et 5 semaines, on se rencontre pour parler des élèves qui ont été référés par les enseignants. Puis souvent, au début de la rencontre, on va retourner dans la réunion d'avant pour voir si ce qu'on s'était dit qu'on allait faire était fait, puis qu'est-ce que ça l'a donné.
Puis ensuite, on va présenter la problématique de l'élève au comité multi. On va se parler entre nous, là, entre les membres. Puis une fois qu'on va s'avoir fait un portrait, on va voir l'enseignant. Puis on a vraiment la chance que quand l'école elle est ouverte, nos directions prennent une remplaçante ou un remplaçant, ce qui fait que le professeur peut venir siéger au comité multi, puis il y a quelqu'un qui reprend son cours. Puis le remplaçant fait le tour de toutes les classes là, durant la demi-journée qu'on se rencontre. Fait que c'est ça le fonctionnement. Les gains observés, on a une vision commune. Quand on sort de là, puis qu'on a des moyens, qu'on sort de là avec la même idée, puis on travaille tous dans le même sens. Ça nous permet aussi, parce que chacun, on a nos expériences puis nos expertises qui sont différentes, puis on a des bagages aussi qu'on met ensemble, ce qui fait qu'on développe des stratégies d'intervention qui bonifient d'année en année notre comité multi, parce que le comité multi, au début, c'était pas facile d'avoir des références. Puis, en trouvant que c'était important, ben, on a développé une façon de faire. Puis ben, maintenant, les enseignants voient l'importance. Puis ça permet aussi une formation continue. Donc, par exemple, moi, je me souviens là, quand on a commencé le comité multi, les élèves TSA, il y en avait tout le temps, mais pas en nombre important. Puis moi, ça m'a permis, entre autres, d'en apprendre davantage sur cette clientèle-là, puis qu'est-ce qui pouvait les aider, puis qu'est-ce qui pouvait nuire dans mes interventions. Puis je crois que c'est comme ça aussi pour tous les membres du comité. Donc, c'est pour ça qu'on parle de formation continue. Voilà, pour le comité multi. Avez-vous des questions? Ça va? Ça semble beau pour les questions. Il nous reste 10 minutes. Dans le fond, il nous reste la communauté de pratique à vous présenter, mais il reste que je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même connu de plus en plus là, en scolaire. Puis, notre conclusion. Il y a des questions qui sont apparues entre-temps. Il y a Alexandra Piché qui écrit « Si deux profs sont concernés », probablement concernés par un même élève. En fait, on va voir la personne qui a fait la référence. Si c'est les deux enseignants, ben, on va commencer par une, puis après ça, on va envoyer le remplaçant dans l'autre pour qu'on puisse les avoir chacun un tour de rôle. Je ne sais pas si je réponds à la question. On va voir s'il y aura un suivi parce qu'il y a une deuxième question. Lors d'un comité, vous parlez de combien d'élèves? Eh boy! Ça dépend. Des fois, on se fait même un comité multi 2 semaines plus tard parce qu'on s'en aperçoit qu'on n'a pas assez de temps, là, mais je pense qu'on peut dire qu'on a une moyenne quoi, de 8 élèves. Tu sais, 5, c'est un petit comité multi, mais des fois, on peut en avoir 10, 12, là. Ça dépend. Et ça doit dépendre aussi de la grosseur des centres. Là, vous parlez pour votre centre, mais un centre plus gros aura un plus gros volume d'élèves à discuter dans une rencontre. On peut penser que c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de votre centre, mais c'est ça, ça peut différencier, j'imagine. Puis il y a des époques dans l'année qui sont plus demandantes aussi quand le centre est plus plein. Là. OK, bon. Parfait. Il y a une autre question. Vous aviez répondu à la première question. Une autre question. Est-ce que cela concerne tous les services du centre, FIS, ISP et la FAD? Non, ça concerne la formation générale des adultes. Seulement? Oui. Parfait. Ça va? Vous pouvez poursuivre. Je vous fais signe s'il y a d'autres questions. Donc, communauté de pratique, comme je disais, c'est quelque chose de plus peut-être connu. Il y a une pratique qui est plus généralisée là, présentement. Donc, nous, quand même, aux adultes, à Nouvel Horizon, ce qu'on a fait, c'est que j'ai préparé avec ma collègue psychoéducatrice Odilon Gauthier, dans le fond, une communauté de pratique en lien avec la clientèle TSA. Marc-Claude l'a dit tout à l'heure, on accueille de plus en plus des élèves TSA. Donc, il y a eu des enseignants volontaires qui ont levé la main donc, pour participer à cette communauté de pratique-là. Donc, il y a eu 4 rencontres d'1 heure où on a ensemble
développer nos savoirs, développer nos stratégies d'intervention en lien avec cette clientèle-là. On avait préparé, on est toutes prêtes sur une communauté de pratique sur la santé mentale. Par contre, cette communauté devait se faire cette année, mais en contexte de pandémie, je vous dirais que les priorités ont été revues, mais le contenu est prêt. Donc, c'est assurément une communauté qu'on va faire auprès des enseignants l'an prochain. Les gains observés de ces moments privilégiés qu'on a avec les enseignants, c'est que c'est vraiment un partage d'expertise entre collègues. Puis on va se permettre de discuter puis d'échanger en lien avec des situations réelles. Puis ça, on se rend compte que chacun a un bagage d'expérience, chacun a sa zone de confort qui est différente. Ah, mon timer vient de sonner, il reste 5 minutes. Donc, ça permet vraiment d'avoir des discussions. Tu sais, on parlait de transparence, mais je pense que c'est la communauté de pratique, c'est ce que ça permet de vivre, de laisser à chacun le droit de s'exprimer en lien avec les expériences qu'il y a avec ce type de problématique-là, les difficultés rencontrées, mais aussi un partage d'outils qui a été développé de façon spontanée. Un prof dit, ben, écoute, moi, j'ai fait telle chose. Ah, super, il nous présente. Moi, je suggère des outils d'intervention. Donc, ça, c'est très intéressant et apprécié par tout le monde. Et une fois de plus, c'est de la formation continue. Hein? Dans le fond, on se développe une compréhension commune par rapport à une problématique que tout le monde peut être concerné. Alors, je vais revenir à ma petite maison ici. Donc, en guise de conclusion, dans le fond, Marc-Claude, on pourrait présenter la conclusion rapidement. Puis la vidéo dure à peu près 1 minute et demie. Dans le fond, on a une petite vidéo de notre direction adjointe là, à vous partager. Donc, en guise de conclusion, notre façon de faire pour ce qui est de la démarche d'accueil est la même en COVID aussi. Par contre, il y a des outils qui ont été développés, puis qu'on se sert même, puis qu'on va garder, là, comme le centre d'aide. D'ailleurs, il y a une petite, tu vas-tu aller sur l'adresse? Je vais vous montrer. C'est l'année dernière, là, quand on a su que tout était fermé, on était inquiet pour nos élèves vulnérables. Donc, il y avait un numéro de téléphone, il y avait des adresses courriels que les intervenants répondaient. Et là, cette année, on l'a bonifié. Il y a nos photos. Il y a les élèves peuvent cliquer directement. Je reçois un courriel, je leur réponds. Donc, ça a été bonifié, puis on va le garder parce que c'est une façon pour les élèves là, de s'adresser à nous. Puis, il y a des sites et des références qui ont été mis pour répondre à toutes sortes de besoins. Donc, ça, c'est le centre d'aide qui a à peu près 1 an maintenant. Oui, on le fait, on l'a construit ça en avril dernier. Oui, bien, c'est ça. Après ça, c'est l'autre outiller et habileté. Bon, avec la pandémie l'année dernière, on s'est aperçu que de rejoindre nos élèves, même s'il y avait 3 numéros de téléphone, 2 adresses courriel, c'était souvent très compliqué, soit que la boîte vocale était pleine, soit que les numéros n'étaient pas bons, soit qu'ils ne prenaient pas leur courriel. Bref, on avait un gros problème et on a décidé de donner une adresse CEA, courriel. Donc, chaque élève qui vient s'inscrire chez nous, ça, c'est autant pour la formation à distance que pour la formation générale des adultes. Ils ont leur propre adresse avec leur numéro de fiche. Donc, c'est, mettons, moi, je veux mettre un rendez-vous à un élève, ben je vais le mettre avec cette adresse-là. S'il y a un professeur qui va communiquer, ben on va communiquer. S'il y a quelque chose d'ordre général qu'ils doivent savoir, mettons, quand on va rouvrir nos centres, qu'on va être heureux, ben on va le partager sur cette adresse-là. Site Google, ça, c'était le... Ah, tu veux-tu... Oui, c'est ça, merci. Avec la pandémie, centre d'éducation des adultes, classe virtuelle, probablement qu'on n'est pas les seuls, mais nous, c'est ce que ça l'a donné. En fait, là, c'est ce site-là qu'on met des mémos. C'est un peu comme un babillard, maintenant qu'on pourrait dire, là, comme des affiches importantes, des annonces. Oui, puis on essaie de centraliser les différents liens Internet
pour faciliter l'accès à l'élève. Donc, ce site web-là est aussi un outil qui a été développé pour permettre à l'élève d'avoir accès rapidement à ses classes virtuelles, d'avoir de l'information en les matières. Donc, c'est une autre initiative qui a été faite. Puis, il y a des ateliers avant qui se donnaient dans nos classes sur différents sujets auprès des élèves cette fois-ci, comme par exemple, il y en a eu sur l'anxiété, je crois, cet automne, donné par nos psychoéducatrices. Mais nos psychoéducatrices ont décidé de les faire virtuelles. Je pense qu'il y en a eu une dernièrement ou il y en a une qui va l'être maintenant. Le 5 mai, on a fait un atelier sur la gestion de la vie personnelle aux élèves. Donc, on a fait un petit sondage auprès d'eux pour connaître les domaines, les sujets qu'ils aimeraient aborder. Et parmi les sujets qu'on avait suggérés, ben, la gestion de la vie personnelle, donc de s'organiser, c'est sorti comme prioritaire. Donc, on offre cet atelier-là la semaine prochaine aux élèves. OK. Avant de laisser aux vidéos, moi, la démarche d'accueil, elle est arrivée quand mon poste a été coupé. Donc, je suis arrivée, puis la démarche d'accueil avait déjà 1 an ou 2 ans de vie. Ça a été une nouvelle façon de faire pour moi. Là, je me rappelle, Manon, elle avait fait une espèce de guide, puis je l'avais à côté de moi toutes les fois que je faisais une inscription pour développer cette habitude-là. Parce que je me disais par où je commence, quand est-ce que j'y parle, quand est-ce que j'y... Mais finalement, c'est très simple. Puis maintenant, je ne pourrais plus vivre sans ça parce que je trouve que pour nos élèves, c'est extraordinaire de les recevoir comme ça. Puis moi, comme professionnelle, je sens que j'ai une équipe derrière moi, puis c'est pas tout qui repose sur mes épaules lorsque je fais l'accueil d'un élève. Fait que ça peut peut-être paraître gros, ou en tout cas, je sais pas comment vous recevez ça, mais moi, c'est un outil formidable que je vous encourage à utiliser selon la couleur de votre centre. Merci, Marc-Claude. Je vais quand même me permettre de déborder un tout petit peu. Là, il est 11h45, mais je comprends qu'il y a des gens qui doivent quitter. Je comprends ça. C'est une petite vidéo que notre direction adjointe a préparée. Sans l'appui de nos directions, on ne serait pas ici aujourd'hui à vous parler de ça. S'il y a un élément qui est primordial pour apporter des changements, pour modifier notre façon de faire, c'est vraiment avec l'appui de nos directions, de nos gestionnaires. Et clairement, il faut féliciter Annie Lehmann, Nathalie Crépeau, Rachel Belland. Il y a eu Dani Prévencher qui était présente aussi là, au moment de l'implantation de la démarche. Sans ces personnes-là, on n'aurait pas pu apporter des changements. Donc, avant une petite vidéo, s'il y a des gens qui quittent, je veux juste rappeler qu'il y a une évaluation, que vous avez le lien dans les courriels, il y avait le lien pour accéder à l'atelier et juste en dessous, l'évaluation de l'atelier. Donc, ça serait pertinent de le remplir. C'est toujours intéressant en tant qu'animatrice d'avoir un retour. Donc, n'oubliez pas de le faire. On peut aller aux vidéos. S'il y a des questions par après, je ne sais pas si vous êtes disponible, on pourra continuer. Parfait. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'espère que j'ai bien fait mon partage d'écran pour que le son fonctionne. Vous me le direz. Bonjour à vous. Je me présente, Nathalie Crépeau, directrice adjointe au Centre d'éducation des adultes du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Lorsque l'on travaille auprès d'une clientèle adulte, il faut s'attendre à côtoyer des élèves qui ont souvent des parcours scolaires atypiques. Ce constat est à la base de toutes nos réflexions et de nos interventions. Chacun de nos élèves sont différents, avec des forces et des défis qui sont propres à eux. D'autres ont moins de défis, d'autres en ont davantage. C'est la responsabilité de la direction de l'établissement de favoriser la mise en place de structures permettant à chaque acteur gravitant autour de l'élève de pouvoir participer à sa réussite éducative. Que ce soit les enseignants, le service d'éducation spécialisée, le service d'orientation, le service en psychoéducation, la collaboration avec nos partenaires, parfois même les parents et la direction, tous ont un rôle important à jouer auprès du cheminement scolaire de l'élève, certes, mais aussi dans son cheminement professionnel et aussi personnel. C'est ainsi que le concept de concertation entre les différents intervenants prend tout son sens. La démarche d'accueil, les rencontres multidisciplinaires, les communautés de pratique s'installent directement dans cette culture organisationnelle qui est celle du partage d'expertise. Ces structures permettent de mettre à profit de façon efficace les différentes compétences des intervenants mises au service de l'élève.
L'accompagnement des élèves adultes est un défi fort intéressant et bien différent du secteur genre. Bien connaître l'élève, lui offrir un milieu de vie rassurant, stimulant et bienveillant, tout en établissant des structures telles que la démarche d'accueil nous permet ensemble de bien accompagner les élèves vers l'avenir. Telle est notre mission. Donc, parfait. Merci beaucoup. On ne vous entend pas, par exemple. Manon? Tu montes-tu juste la petite phrase? Ah, notre petite phrase de Ah, moi, fin. je l'aime. Oui. Donc, c'est aucun mérite là-dedans. On a trouvé ça dans un document. Donc, nos jeunes adultes ont, pour la plupart, une lourde hypothèque à transporter, faisant en sorte que les meilleures pratiques les aident à payer une facture dont ils ne sont pas responsables. Donc, je trouve que ça venait bien résumer notre façon de travailler. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Les gens vous remercient dans le chat. Ben, merci beaucoup. Merci. Si ça peut vous inspirer, donc Très inspirant. tant mieux. Je vais mettre fin à l'enregistrement maintenant. Oui, parfait. Comme il n'y a pas de questions, je crois qu'on peut terminer. Parfait.